Ceci étant dit, je profite de l'occasion pour remercier Moussa Kamara Fall de la fonction publique, qui d'ailleurs a proposé que nous lui fassions une liste de livres pour les élèves du CM2 et il va lui-même les acheter pour l'émission. Et féliciter aussi et remercier le docteur Massamba Gueye pour cette belle initiative en accord avec la TFM. Et je pense que le ministre Mamadou Talla est tout heureux de nous voir participer à l'effort de guerre. Merci beaucoup, docteur. Je ne dirais pas docteur Massamba, je dirais merci beaucoup, inspecteur. C'est parce que vous êtes à ma droite. Et d'habitude, à ma droite, j'ai l'habitude d'avoir, excusez la répétition, docteur Massamba. Docteur Massamba, il est avec nous, mais de l'autre côté, docteur, bonjour. Je suis très content de reprendre contact avec la salle des profs à partir de la maison, confinée par les enfants. Et pour ce que vous savez, mais je pense que la meilleure façon d'être utile à son pays, c'est de travailler sur le savoir. Je voudrais remercier l'inspecteur d'AMSEC qui a si amplement pris le fauteuil et qui le remplit avec beaucoup de prestance. Vous remerciez vous aussi, Astou, pour la qualité de la gestion de cette émission et dire à tous les collègues qui sont là aujourd'hui, merci du fond du cœur parce que ce pays a besoin de ses enfants. Aujourd'hui, nous abordons un moment crucial parce que l'État a demandé aux populations d'être responsables. On nous a mis devant nos responsabilités. Ce n'est pas un moment de relâchement, ce n'est pas aussi un moment pour que chacun aille prier dans les mosquées et faire ce qu'il veut. C'est un moment pour retourner dans les mosquées ouvertes de manière responsable pour que la bénédiction divine chasse cette maladie. Mais elle ne peut être chassée que par nos comportements. Je voudrais aussi demander aux parents de demander aux enfants de sortir de la rue. Il y a de plus en plus d'enfants dans la rue. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre cela, exposer nos enfants. Donc merci, je suis très heureux aujourd'hui d'être là et j'espère que les collègues d'aujourd'hui seront aussi pertinents que ceux d'hier. J'espère bien, docteur Massamba. Rassurez-vous, nous serons avec Monsieur Thior, nous serons avec Monsieur Diaw et nous serons aussi avec Monsieur Diagne Sakura. Et ce sera dans la salle des profs de la télévision Futur Média. En tout cas, docteur, restez avec nous. Nous allons vous retrouver, je pense, en fin d'émission. Et c'est toujours un plaisir de partager avec vous la salle des profs, même si vous êtes à plusieurs kilomètres de nous. Mais je le disais encore hier, grâce à la magie de la technologie, vous êtes là pour nous accompagner. Sachez toujours que c'est un plaisir d'être avec vous. Chers apprenants, c'est aussi un plaisir de vous servir. Restez avec nous. Nous sommes sur ce plateau avec M. Thior. M. Thior, bonjour. Vous étiez là hier. Vous revenez encore ce matin avec un énorme plaisir, j'imagine. C'est ça, avec un très grand plaisir, vraiment. Parce que, comme je vous l'ai dit hier, il est toujours bien, voilà, de partager le peu qu'on sait. Voilà, et si c'est avec les enfants, ça devient beaucoup plus intéressant parce que ça les permet de grandir en âge comme en sagesse. Merci beaucoup. Donc nous allons démarrer avec vous. Hier, c'était la conjugaison avec le futur antérieur. Nous avions vu la règle et ce matin, nous allons attaquer les activités numériques. C'est bien ça? Tout à fait. À vous l'honneur. Merci. Je vais en profiter, moi aussi, pour retourner en confinement. Docteur Massamba veille au crin. Voilà, on se rappelle. Là pour respecter la distanciation sociale. Voilà, respecter la distanciation sociale aussi, mais se laver les mains, soit avec du savon à la main ou bien voilà. Ici, on a le gel antiseptique, on l'utilise à notre guise. C'est toujours bien pour pouvoir se protéger. Voilà, je dis un grand bonjour à ceux qui nous ont suivis hier. Voilà, surtout les élèves et les parents qui leur ont permis de nous suivre. Comme Astou l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui nous allons aborder les activités numériques. Et pour cela, on ne va pas perdre du temps, on va directement aller en besogne. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder en activité numérique. Voilà, trouver une grandeur connaissant une de ses fractions. Voilà, j'ai suivi un cours avec l'inspecteur où voilà, c'était prendre une fraction d'une grandeur et c'était très bien fait, félicitations au passage. Voilà, aujourd'hui nous allons aborder, comme je l'ai dit tantôt, trouver une grandeur connaissant une de ses fractions. Ça veut dire qu'on connaît la fraction, mais on ne connaît pas la grandeur. Et pour cela, maintenant, j'ai proposé un plan de travail. Voilà, un contexte et une consigne qu'on appelle communément la situation de départ. Et c'est cette situation qui va vous permettre, chers élèves, à votre niveau, voilà, de pouvoir travailler en collaboration avec M. Thior, même si c'est à distance, mais ça ne va pas vous empêcher quand même de bien travailler, si toutefois vous êtes très bien concentré.
Voilà, je m'en vais vous lire le contexte, la situation. Adama achète un vélo au mois de février. Durant les vacances de Pâques, il le prend et parcourt 30 km, ce qui représente le quart de son trajet. Quelle est la longueur totale du trajet? Consigne: trouve la longueur totale du trajet. Alors, quand on nous donne une situation, d'abord la première chose à faire, c'est d'essayer de la comprendre. La lecture dont on parlait hier avec le professeur de français qui est passé, il faut toujours lire pour comprendre avant d'aborder le sujet. Et ici, les questions qu'on se pose, voilà, de quoi ou bien de qui parle-t-on dans ce texte? Alors, quand on se pose ces questions, c'est pour trouver quelles sont les personnes qui interagissent ou bien les personnes qui sont, voilà, les personnages qui sont en train de faire la situation, en tout cas de vivre la situation. Ici, on parle de Adama. Et qu'est-ce que Adama a fait? Voilà, Adama a acheté un vélo. À quelle période? Au mois de février. Et durant les vacances de Pâques, il prend le vélo pour parcourir 30 km. Ces 30 km parcourus par Adama ne représentent pas la longueur totale, mais représentent seulement un quart de ce qu'il devait parcourir. Et on nous pose une question à savoir, quelle est la longueur totale du trajet? C'est-à-dire, quelle est la longueur que Adama, voilà, devait parcourir? Étant donné qu'il n'a pas parcouru tout, il a parcouru seulement 30 km, on nous demande quelle est la longueur qu'il devait parcourir. Et la consigne vient nous appuyer en nous demandant de trouver la longueur totale de ce trajet. Nous allons essayer ensemble d'aborder la leçon. D'abord, on part de 30... Excusez-moi. On part de 30 km. Et ces 30 km représentent un quart du trajet. Il faut qu'on se souvienne d'une chose. Quand on parle de un quart, là, on aborde les fractions. Ça veut dire que la leçon sur les fractions a été déjà vue. Et quand on vous dit un quart, cela voudrait dire tout simplement que le numérateur, c'est toujours la partie qui est utilisée. 1 représente la partie utilisée et 4 représente le nombre total de parties. Quatre représente le nombre total de parties, 4 est le dénominateur et 1 représente le numérateur. Alors, une partie utilisée, ça veut dire Adama a parcouru une partie du nombre total qu'il devait parcourir. Sur 4 parties, Adama n'a fait que parcourir une partie. Et cette partie représente 30 km. Pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Souvent, il y a quelque chose qui nous aide. Pour comprendre cette situation, il faut d'abord faire le croquis. Pour là, je fais le croquis. Ou bien le graphique ou le schéma, ça dépend de votre appellation. Et on va faire le croquis de la distance qu'a fait Adama et le croquis aussi de la distance que Adama devait faire. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que pour une fraction, il y a une partie utilisée et le nombre total de parties qu'on doit utiliser. Et voilà, pour le quart, je considère voilà, ce schéma comme le quart qui représente aussi 30 km. Maintenant, étant donné que ça, c'est une partie des 4, je vais faire 4 autres parties qui vont représenter la longueur totale que devait faire Adama. Et cette longueur-là, maintenant, on ne la connaît pas. Et on doit la calculer. D'où l'importance de la leçon d'aujourd'hui. On connaît la fraction, mais on ne connaît pas sa grandeur. Alors, on doit trouver la grandeur en connaissant une des parties, une des fractions. Alors, qu'est-ce que je fais? D'abord, le croquis, je l'ai déjà fait, c'était juste pour me permettre de comprendre un peu le processus, la situation. Ici, comment est-ce que je dois faire pour calculer la grandeur, pour trouver la longueur totale du trajet? Et je vais poser la question à Aminata. Oui, comment est-ce qu'on va faire pour trouver ici la longueur totale? Tu dis, on va prendre 30 km fois 1
divisé par 4. Abdou, est-ce que tu es d'accord? Non, Abdou n'est pas d'accord. Sidi? Sidi aussi n'est pas d'accord. Alors, Sidi, il faudra nous dire, puisque ton camarade a donné ici quelque chose, et vous dites que vous n'êtes pas d'accord, alors il faut nous donner comment on va faire pour calculer la grandeur, pour trouver la grandeur. Sidi? Oui, on va prendre 30 km. Oui, multiplié par 4. Ah, d'accord, puisque tu le dis, multiplié par 4, divisé par 1. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Sidi a dit? Ah, alors on va essayer de voir comment on va travailler avec Sidi, puisque la majorité l'a emporté. Nous sommes en démocratie. Si Sidi dit que 30 fois 4 divisé par 1, c'est ça, et que tout le monde est d'accord, on va travailler. Si ce n'est pas ça maintenant, on verra. Alors Sidi, pourquoi tu as pris 30 km? Pourquoi est-ce que tu as pris 30 km? 30 km représente quoi ici? Très bien, 30 km représente la valeur de la fraction. Très bien, 30 km représente la valeur de la fraction. « 30 représente la valeur de la fraction. » Alors, je vais laisser Sidi, parce que présentement, c'est comme si j'étais en train de te fatiguer. On va prendre Tida, par exemple. Tida. Pourquoi est-ce que Sidi a pris 4, selon toi, puisque vous étiez tous d'accord avec le raisonnement de Sidi? 4 représente quoi? 4 représente, très bien, le dénominateur de la fraction. Très bien. Alors, Binta, Tida a dit que 4 représente le dénominateur de la fraction. Sidi a dit que 30 représente la valeur de la fraction. Selon toi, Binta, que représente 1? 1 représente le numérateur. Très bien. Bien. Si on se rappelle maintenant de la leçon que monsieur l'inspecteur avait faite la dernière fois, qu'est-ce qu'on avait pris? On avait pris le numérateur multiplié par la grandeur divisé par le dénominateur. Mais quand vous regardez bien, est-ce que c'est le même processus par lequel nous sommes passés pour pouvoir trouver quelque chose? Ouais, Amadou? Non. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Amadou, si tu peux nous l'expliquer à partir du schéma qu'on a fait ici. Très bien. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la valeur de la fraction. Puisqu'on nous demande de trouver une grandeur connaissant une de ces fractions, on connaît une des fractions. Et on connaît aussi la valeur de la fraction. On prend la valeur de la fraction. Très bien, continue. Très bien. Multiplié par le dénominateur de la fraction. Bien. Divisé par le numérateur. Bravo. Ici, pour trouver une grandeur connaissant, je vais contextualiser, pour trouver la longueur totale qui représente la grandeur, alors qu'on connaît la fraction, une de ces fractions, on prend la valeur de la fraction multipliée par le dénominateur de la fraction divisé par le numérateur. Je reprends. Pour trouver la grandeur connaissant une de ces fractions, on prend la valeur de la fraction multipliée par le dénominateur de la fraction divisé par le numérateur. Ou bien pour être beaucoup plus simple, voilà, quand on nous demande de trouver une grandeur connaissant une de ces fractions, qu'est-ce que je fais? Je prends la valeur de la fraction multipliée par... Oui, Binta, qu'est-ce que tu disais? Très bien, multipliée par l'inverse de la fraction. Au lieu de rester là à dire multiplié par le dénominateur divisé par le numérateur, tu dis tout simplement multiplié par l'inverse de la fraction. La fraction, c'est 1/4. Quand tu inverses,
tu as 4 sur 1. Alors tu prends seulement 30. Je prends 30 qui représente ici la valeur de la fraction, 30 km, multiplié par l'inverse de la fraction, 4 sur 1. Ça veut dire que je multiplie par 4 et je divise par 1. Ici, pourquoi je mets toujours divisé par 1? C'est pour permettre à ceux qui comprennent quand même, mais pas tellement vite, parce qu'il y a d'autres élèves, tu peux dire 30 multiplié par 4, ils ont compris. Mais il y a des élèves, si tu mets 30 multiplié par 4, ils vont éliminer le numérateur. Ici, pour que ça soit clair, il faut toujours prendre 30, c'est-à-dire la valeur de la fraction, multipliée par l'inverse. Mais étant donné que quand tu divises un nombre par 1, ça revient au nombre lui-même. Moi, je donne l'exemple juste pour pouvoir permettre à ces élèves-là de pouvoir comprendre. On prend toujours la valeur de la fraction multipliée par l'inverse de la fraction, soit 30 fois 4 divisé par 1. Ce qui nous renvoie à un résultat. Ouais? Abibatou, le résultat, qu'est-ce qu'on fait? 4 fois 0 égale 0. 4 fois 3 égale 12. Et 120 divisé par 1 égale à, je l'ai dit tout à l'heure, 120 divisé par 1 égale à 100, égale à 120. Alors ici, il devrait parcourir 120 km. Il devrait parcourir 120 km. Voilà un peu ce qu'on devrait voir par rapport à la leçon d'aujourd'hui. C'était la règle qui est beaucoup plus importante. Maintenant, une fois qu'on a la règle, on a un exercice à l'appui. On peut facilement trouver la grandeur connaissant une de ces fractions. Mais il faut retenir que vous ne pourrez jamais trouver... Par exemple, je te donne une fraction sans grandeur ni valeur de la fraction. Vous ne pourrez jamais trouver la grandeur. Il faut d'abord avoir la valeur de la fraction et il faut aussi avoir la fraction. Et à partir de là, vous pouvez trouver la grandeur, étant donné que vous avez valeur multipliée par l'inverse de la fraction. Et pour que ça soit beaucoup plus simple pour tout le monde, je donne un autre exemple. Papa est un informaticien. Remplacer 1/4 par 2/5. Tout à fait. Merci, inspecteur. Papa est un informaticien. Sur le même exemple. Sur le même exemple, pour aller beaucoup plus vite. Merci, inspecteur. On nous dit 30 km représente la valeur de la fraction. Alors, on nous dit que cette fraction représente les 2/5 de la longueur totale du trajet. On fait le même processus, la même démarche pour pouvoir trouver la grandeur, c'est-à-dire la longueur de cette fraction. Alors, toi, comment il s'appelle, Souleymane, tu vas nous dire comment est-ce qu'on va procéder pour trouver la grandeur la longueur totale de ce trajet, c'est-à-dire la grandeur. Souleymane? Très bien. On prend la valeur de la fraction ici qui est 30. Très bien, on prend 30 km. Ensuite, très bien, multiplié par l'inverse de la fraction. Ça veut dire quoi, Souleymane? Multiplié par 5, le dénominateur, divisé par 1. Ok, très bien, c'est divisé par 2 qui représente le numérateur de la fraction. Et dès lors, je vais poser mon opération pour que l'enseignant, M. Thior, quand il va me corriger, il verra à la partie des opérations que je n'ai pas regardé à côté pour écrire. J'ai fait mon propre travail, j'ai pris 30 multiplié par 5. 5 fois 0 égale à 0. 5 fois 3 égale à 15. Est-ce que c'est fini? Oui? Audrey? Non, pourquoi? Très bien, parce qu'il reste le 2. On a dit divisé par 2. Je prends 150 divisé par 2. Alors, je prends 2 chiffres. Il va pour 7 fois. Continue, Audrey. 7 fois 2, 14. Alors, pour que ça soit beaucoup plus simple, 14. 15 moins 14, je fais 5 moins 4 égale 1. 1 moins 1 égale 0. Ensuite, j'abaisse le 0. 10 divisé par 2, il va pour combien de fois, Audrey? Très bien, il va pour 5 fois. 5 fois 2, 10. 10 ôté de 10 égale à 0. Ça veut dire que la distance que Adama devrait parcourir, ou bien que Audrey, ou que Sidi, ou que Sada, etc. devrait parcourir, est égale à 75 km.
Qu'est-ce qu'on a à retenir ici? La règle d'aujourd'hui par rapport à la grandeur connaissant une de ces fractions, c'est que pour calculer une grandeur connaissant une de ces fractions, on prend la valeur de la fraction multipliée par l'inverse de la fraction, c'est-à-dire multipliée par le dénominateur divisé par le numérateur. Voilà ce qu'on avait par rapport à la leçon d'aujourd'hui. Astou. Merci beaucoup, M. Thior. Ils auront des exercices, vous laissez des exercices Tout à pour fait, eux? je vais vous laisser les exercices, comme ça ils pourront s'appliquer à la maison. Volontiers, ce sera avec plaisir, des exercices qui pourront aussi retrouver sur la page Facebook de la salle des profs de la télévision Futur Média ou bien carrément sur igfm.sn. Et rappelez que c'est pour les classes de CM1, CM2, CM2 surtout. CM2 surtout. D'accord, merci beaucoup. Mais si toutefois aussi il y a des élèves de CM1 qui sont en train de suivre, voilà, ils peuvent s'exercer. Parce que, voilà, essayez de prendre de l'avance. Voilà, vous avez compris. Merci beaucoup. En tout cas, merci à vous. C'était vraiment un plaisir comme d'habitude. Tout le plaisir. Je suis passé, je suis repassé. J'espère qu'on va encore revenez passer. quand vous voulez. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes là pour le plaisir des enfants. Nous sommes là pour le plaisir des apprenants. M. Thior était là hier avec la conjugaison sur le futur intérieur. Il revient aujourd'hui avec une activité numérique autour de la fraction. J'espère que vous avez pris bonne note sur comment trouver la grandeur de la fraction, valeur de la fraction multipliée par dénominateur sur numérateur, ou bien pour faire plus simple, valeur de la fraction multipliée par inverse de la fraction. C'est bien ça, M. Thior? Tout à fait. J'ai bien pris bonne note. Vous avez très bien retenu. Merci beaucoup. À la maison aussi, essayez de bien retenir, essayez aussi de prendre bonne note sur les fiches et de faire des exercices d'application. Je pense que c'est encore possible. Nous avons le temps de travailler. Ce n'est pas encore l'heure du ndogu, donc prenez le temps de réviser, de lire, de relire. Inspecteur, il soulage quelque part, M. Thior, certains parents parce qu'il reçoit parfois des cours en ligne et ce n'est pas très évident de trouver la bonne formule pour faire comprendre la leçon à l'enfant. Effectivement, c'est ça, parce qu'aujourd'hui, l'école doit rompre avec cette opacité. Il faudrait vraiment que l'école soit beaucoup plus transparente. Et c'est tout l'intérêt de ces cours en ligne. Les parents maintenant ne vont plus être aussi déphasés et vont comprendre réellement ce qui se fait dans la classe. Donc la salle des profs a permis de faire tomber les 4 murs de la classe et que le parent, depuis sa maison, voit ce qui se trouve en classe et pourra lui-même encadrer l'enfant à la maison. Ça a été bien fait. Félicitations. Et c'est à tout l'honneur de la direction de la formation qui aujourd'hui est au cœur de la qualité et a fini de mettre vraiment de jeunes maîtres très compétents pour le bénéfice et pour le rayonnement de notre pays. Peut-être juste une question, inspecteur. Qu'est-ce qui explique ça? J'ai comme l'impression que les enseignants qui viennent ici et qui sont titulaires des classes de CM2 sont relativement jeunes. Oui, ils sont relativement jeunes parce que tout simplement, ils en veulent. Avant, il fallait être expérimenté d'abord. Je ne dirais pas que c'était dû au niveau d'entrée parce qu'on avait des enseignants qui avaient le BFM plus 4 ans de formation qui étaient excellents. Mais aujourd'hui, ces jeunes-là, c'est à partir de baccalauréat, mais avec une formation très poussée. Donc ils peuvent tout de suite, en venant, ne pas attendre d'être expérimentés et attaquer directement les classes. Peut-être, c'est une hypothèse, je pourrais expliquer ça par ceci. Merci beaucoup. En tout cas, merci inspecteur, merci beaucoup à M. Thior. Nous allons rester avec les mathématiques, les chiffres pour recevoir M. Diaw qui va nous parler de nombres complexes, professeur de mathématiques. Diawen Bogitiep, ou bien c'est Ken Bogitiep. Me soutenir. Est-ce que je vais vous soutenir? Est-ce que je ne serai pas de l'autre côté avec Dr Massamba? J'espère votre soutien à ce moment. Ne vous en faites pas. On verra bien d'ici la fin de la présentation qu'est-ce que ça va donner. Bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Assoumben. Donc, bonjour chers téléspectateurs de TFM. Bonjour chers élèves. Donc, Assoumben, permettez-moi d'abord de présenter mes condoléances au Dr Massamba Gueye suite à la disparition de sa femme. Et nous nous associons à cette douleur. Et nous prions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accueille sa dame au paradis, par la grâce du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, je voudrais remercier M. Mbaye qui a bien voulu m'inviter sur ce plateau, dans la salle des professeurs, qui est un grand plaisir pour moi de faire ce cours-là pour les élèves. Et de remercier aussi SOS Math, qui va aussi... Avec M. Thiam? M. Thiam, oui. Et SOS Math, qui est une association qui a fait beaucoup de choses pour la promotion des sciences de manière générale et des mathématiques en particulier. Voilà.
Donc, chers élèves, aujourd'hui, je suis dans la salle des professeurs de Assoumbène et de l'inspecteur M. Seck, que je salue au passage, pour faire avec vous une partie de votre programme, un chapitre qui est dans votre programme, les nombres complexes que vous avez déjà fait en classe. Mais aujourd'hui, je voudrais traiter une partie de ce chapitre-là sur les nombres complexes. Et cette partie, c'est sur l'écriture trigonométrique et l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Voilà. Donc, on va parler des nombres complexes, mais plus précisément, l'écriture trigonométrique et l'écriture exponentielle d'un nombre complexe. Comme vous le savez, un nombre complexe, chers élèves, a 3 formes d'écriture. La première forme d'écriture, vous l'avez rencontrée dans la définition même. Donc, pour aborder cette leçon, vous avez besoin de connaître la forme algébrique d'un nombre complexe, le module d'un nombre complexe et un argument d'un nombre complexe non nul. Voilà les 3 choses que vous avez besoin de savoir pour pouvoir écrire un nombre complexe sous la forme trigonométrique, sous la forme exponentielle. Et d'ailleurs, ces nombres-là, c'est des nombres qui sont parfois qui étaient bizarres pour certains professeurs, pour certains mathématiciens, parce que c'est les seuls nombres qui ont 3 formes d'écriture différentes. Il y a la forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc, mes élèves, aujourd'hui, on va voir comment écrire ce nombre complexe-là, z égale à a plus ib, sous la forme trigonométrique et sous la forme exponentielle. Et comme vous voyez ici, là, c'est la forme algébrique. Là, vous l'avez déjà vu. Et ça, vous vous rappelez, vous pouvez écrire un nombre complexe sous la forme algébrique. Donne-moi un exemple. 2 moins 3i, c'est parfait. 2 moins 3i, que représente le 2? La partie réelle. La partie réelle. Le nombre qui est là représente la partie réelle. Et que représente moins 3i? Moins 3i, la partie imaginaire, non? Ici, la partie imaginaire, et ça, c'est le nombre qui est multiplié avec les i. Donc, ne confondez pas, la partie imaginaire n'est pas ib, mais c'est b seulement la partie imaginaire. Donc, un nombre complexe qui est écrit sous la forme algébrique a une partie réelle et une partie imaginaire. Ce que Leibniz appelait cette sorte d'amphibie entre l'être et le non-être. Donc, il y a la partie réelle et la partie imaginaire. Et faites attention, la partie imaginaire, c'est le nombre réel qui multiplie l'unité imaginaire. Ici, qui est b. Alors, donc, ce qu'il faut retenir, je retiens, Fatou, ça, vous l'avez déjà fait dans le cours précédent, c'est des rappels. Et je fais un rappel global. Alors, vous devez retenir ceci, la partie réelle d'un nombre complexe et la partie imaginaire d'un nombre complexe. Ensuite, je retiens quoi? Le module d'un nombre complexe. Comment calcule-t-on le module d'un nombre complexe? La formule, elle est là. Vous l'avez déjà dans le cahier de cours. Vous l'avez appris. Donc, ces formules-là, vous devez les connaître, les maîtriser. Ensuite, il y a l'argument d'un nombre complexe qu'il faut maîtriser. L'argument d'un nombre complexe non nul. Donc, comment on calcule l'argument d'un nombre complexe non nul? En utilisant les formules de cos θ et sinus θ. Et là, on a dit que c'est une mesure en radian de l'angle orienté UOM. Donc, quand on vous demande de déterminer un argument d'un nombre complexe, voilà comment on fait. On cherche θ en calculant le cosinus et le sinus. Et ces formules-là, vous les avez déjà encore, c'est un rappel. Et je retiens. Donc, à chaque fois, ça, c'est des choses importantes qu'il faut retenir pour pouvoir maintenant faire aujourd'hui ce que nous allons voir, chers élèves. Écriture trigonométrique d'un nombre complexe non nul. Voilà. Et c'est un nombre complexe non nul qui s'écrit sous la forme algébrique z égale à a plus ib. Vous m'avez donné tout à l'heure un exemple. Alors, pour écrire un nombre complexe, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on utilise la relation R3 et R1. Voilà R3, cette relation-là. Et en utilisant la relation R3 et R1, voilà, en utilisant la relation R3 qui est là, et la relation R1 qui est là, vous obtenez cette écriture-là, la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Donc, chers élèves, qu'est-ce qu'il faut retenir? L'écriture trigonométrique d'un nombre complexe, c'est le module de z, donc de la nécessité de pouvoir calculer le module de nombre complexe, facteur de cos θ plus i sinus θ. Θ représente quoi, Fatou? Un argument de z, un argument. Donc, raison pour laquelle, d'ailleurs, 0 n'a pas d'argument, donc par conséquent, 0 ne peut pas avoir une écriture trigonométrique, parce que l'argument de 0 n'existe pas. Donc, ici, θ représente un argument de z, qu'on avait calculé ici. Alors, il y a l'écriture exponentielle. L'écriture exponentielle, pour pouvoir la faire, chers élèves, il faudrait connaître ce qu'on appelle la relation fondamentale de l'heure. Leonhard Euler. Leonhard Euler, d'un esprit ingénieur, qu'est-ce qu'il avait écrit? Il avait écrit que tout nombre réel θ
Alors, cos θ plus I sinus θ égale à exponentielle de I θ. C'est une troisième opération en mathématiques qu'on appelle exponentiation. Donc, si vous avez cos θ plus I sinus θ, on peut le remplacer par exponentielle de I θ. Une relation extraordinaire qui va aboutir à l'une des plus belles relations mathématiques de tous les temps. Donc, chers élèves, maintenant on dit ici, en utilisant la relation d'Euler, cette relation-là, en remplaçant cos θ plus I sinus θ dans l'écriture trigonométrique, dans R4, dans la forme trigonométrique, on obtient la forme exponentielle. Voilà la lecture trigonométrique d'un nombre complexe. Dans cette écriture trigonométrique, vous remplacez ceci, cos θ plus I sinus θ, par exponentielle de I θ, vous obtenez la forme exponentielle. Est-ce que vous avez retenu? Oui, Amadou, récapitulation. La forme trigonométrique d'un nombre complexe, parfait. C'est le module de ce nombre complexe, facteur de cos θ plus I sinus θ. Et que représente θ? Moussa ne parle pas, je m'adresse à Issa. Oui, θ représente un argument du nombre complexe Z, qui est là sous forme algébrique. Et maintenant, la deuxième forme d'écriture exponentielle, oui, module de Z, très bien, exponentielle de I θ. θ représente toujours un argument de Z. Et là, je donne conseil, chers élèves, dans un exercice, la consigne, c'est quoi? Écrivez le nombre complexe sous forme trigonométrique ou exponentielle. Voilà ce qu'il faut faire. Je calcule le module de Z. Et là, excusez-moi, chers élèves, j'ai sauté non nul pour écrire un nombre complexe Z non nul. D'accord? Sous forme trigonométrique exponentielle, il faut déterminer le module de Z, un argument de Z, puis appliquer la formule R4 ou R5. Voilà, R5, appliquez cette formule-là. On remplace ici le module que vous avez calculé. Vous remplacez ici par l'argument que vous avez calculé. Si c'est la formule trigonométrique, ici, R4 ou R5. Donc, je calcule le module, je calcule un argument et j'applique la formule R4 ou R5. Et voilà, je récapitule, chers élèves. Voilà les trois formes d'écriture de ces nombres que Raphaël Bombelli a appelé tout de Menou, que Carl Friedrich Gauss a appelé nombre complexe. Tout nombre complexe, Z a trois formes d'écriture, non nulles, toujours. La forme algébrique, c'est quand on a un nombre réel plus I fois un autre nombre réel. Dans ce cas, on est une forme algébrique. Si cette forme-là, la forme trigonométrique, c'est R, facteur de cos θ plus I sinus θ. Mais que représente R là? Le R là est un nombre réel positif non nul. Ça représente quoi? Le module de Z. Comment on calcule le module de Z? Tout à l'heure, c'est racine de A carré plus B carré. Et là, il faut θ. θ représente quoi? Un argument de Z. Et vous avez les formules pour calculer cos θ et sinus θ. Et ça, c'est la forme exponentielle. Donc, on peut passer, chers élèves, de la forme algébrique à la forme trigonométrique à la forme exponentielle. Et je retiens ceci, qui est comme word, restation, exponentielle de I de pi. Vous devez connaître ça par cœur, chers élèves. Par cœur. Tout le tableau. Ça. D'accord. Les cadres là, exponentielle de I de pi, exponentielle de I pi égale à moins 1. Donc, ça, vous n'avez pas besoin de perdre du temps. Donc, nous yomb word là. Donc, waaw, dafa yomb. Et bien, si digg exponentielle de I pi égale à moins 1 à Soubet, ça donne l'une des plus belles relations mathématiques de tous les temps. Si vous allez sur le net, vous tapez la plus belle relation mathématique de tous les temps, on vous sort I pi plus 1 égale à 0. C'est une longue histoire. Donc voilà, chers élèves, donc ce qu'il faut retenir pour écrire un nombre complexe. On va faire tout à l'heure un exemple. Donc, exemple 1. Bon, là, Dieu créa les entiers naturels et le reste est l'œuvre de l'esprit humain. Voilà. Pour expliquer la construction. Parce que ces nombres-là ont été construits sur 3 siècles. Hein. Il y a une longue histoire sur ces nombres. Voilà. Si le temps me le permet, je vous donnerai un peu une petite histoire sur ces nombres-là. Alors, c'est un exemple. Comme, aussi, vous pouvez le considérer comme une application. Alors, chers élèves, je vous pose la question. Sous quelle forme les nombres complexes écrits en gras est-il écrit? Donc, si on observe, d'après ce que nous avons vu tout à l'heure, voilà, Djenaba, ce nombre complexe-là est écrit sous quelle forme? Moins racine de 2 plus I racine de 6. Algébrique, parfait. Algébrique, pourquoi? Parce que c'est un réel plus I fois un autre réel, comme tout à l'heure. Et ça, ce nombre complexe-là est écrit sous quelle forme? Celui-là. Oui, ça a la forme trigonométrique. Un nombre positif, facteur de cos pi sur 4 plus I sinus 2 pi sur 4. Voilà, très bien.
pour aller vite, je vais dire, ici, chers élèves, que le nombre complexe qui est là, écrit sous forme trigonométrique. Trigonométrique parce qu'il y a cos et sinus. Plus, je dirais tout à l'heure une remarque. Et celui-là est écrit sous forme exponentielle parce qu'il y a sous forme exponentielle. Et celui-là aussi est écrit sous forme exponentielle. Si vous regardez bien, chers élèves, il y a 1, 2, 3, 4, 5 nombres que j'ai mis en gras pour qu'on puisse donner leur nature. Forme algébrique, forme trigonométrique et, d'accord, très bien, 2 formes exponentielles. Excellent, parfait. Alors, Momodou, est-ce que celui-là, c'est une forme trigonométrique? Parce qu'il y a cosinus, il y a sinus. Est-ce que c'est une forme trigonométrique? Très bien. Pourquoi? Excellent. Le moins là. Et ce qui me permet de sortir un peu, de venir ici, de vous expliquer ceci. Quand vous avez un nombre complexe Z égal à A plus IB, vous avez calculé le module Z égal à R et argument de Z égal à θ. Donc, on vous dit, de la forme algébrique, Z égale à A plus IB, on peut obtenir la forme trigonométrique, Z égale à R facteur de cos θ plus I sinus θ. On passe de la forme trigonométrique à la forme exponentielle. C'est-à-dire ici, cette relation-là, là, cette relation-là, cos θ plus I sinus θ, on va noter par exponentielle de Iθ. C'est la relation de l'air. Exponentielle de I, exponentielle de Iθ. C'est la relation de l'air. Si vous remplacez cos θ plus I sinus θ par exponentielle de Iθ, on obtient quoi? Z égale R exponentielle de I θ. Vous avez la forme exponentielle. Voilà les relations. On peut quitter là aussi, passer par là, passer par là. Parce qu'on va remplacer exponentielle de Iθ par cette expression, et de là, on donne les valeurs exactes. Mais tout à l'heure, Diana m'a dit que ce n'était pas une écriture exponentielle, une écriture trigonométrique. Pourquoi? Parce qu'il faut nécessairement qu'il y ait le plus. Quand vous écrivez cos θ, on a dit c'est R facteur de cos θ plus I sinus θ. Donc ici, il faudrait qu'il y ait le plus. Et R là doit être un nombre réel strictement positif. De telle sorte que dans l'exemple de tout à l'heure, qu'est-ce qu'on avait? 2 cosinus de pi sur 4 moins I sinus de pi sur 4. Voilà ce que nous avions. Donc, Djenaba avait dit que ce n'est pas une écriture trigonométrique. Pourquoi? Parce que ici on a moins. Or, on ne doit pas avoir un signe moins. Qu'est-ce qu'on doit avoir? Un signe plus. Donc, cette écriture-là n'est pas une forme trigonométrique. Si on va une forme trigonométrique, par exemple, on note Z est égal à 2 facteur de cos pi sur 4 plus I sinus pi sur 4. Donc, on va faire des exemples pour ça. On donne Z est égal à racine de 2 moins I racine de 3. J'écris Z sous forme trigonométrique. Puis sous forme exponentielle. Sous forme exponentielle. Alors, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que j'ai dit? On calcule le module de Z égale. Si vous calculez le module de Z, c'est la racine carrée de racine de 2 plus moins racine de 3, donc la formule de tout à l'heure.
Donc, ceci égale à racine carrée de, ça c'est des carrés, racine de, ici on va mettre racine de 6, voilà. Voilà, donc ça fait racine de 6 au carré. Ça fait racine de 8. Et racine de 8, ça donne 2 racines de 2. Et on va calculer cos θ et sinus θ pour déterminer un argument. Cos θ, on a dit partie réelle sur la partie imaginaire. Et sinus θ, excellent, vous avez déjà pris votre cours, ça donne la partie imaginaire moins racine de 6 sur 2 racines de 2. Ceci égale à 1 demi. Et là, on trouve moins racine de 3 demi. Alors, chers élèves, ça c'est les lignes trigonométriques de quel angle? Oui, moins pi sur 3. Le cosinus est positif, le sinus est négatif. Donc ici, θ est égal à moins pi sur 3. Alors, donc, on a pris la formule, qu'est-ce qu'on fait? Sous la forme trigonométrique, si on veut faire la forme trigonométrique, on aura z égale. Voilà. Des fois, z égale à quoi sous forme trigonométrique? Le module. On prend le module de z, ça fait 2 racines de 2. Facteur, parenthèse, cosinus, θ. Mais θ égale à moins pi sur 3, donc on ne va pas mettre une parenthèse ici, on va mettre un crochet. Donc on va cosinus de moins pi sur 3 plus i sinus de, ça c'est i, plus i sinus de moins pi sur 3. Donc cos de moins pi sur 3 plus i sinus de moins pi sur 3. Sous la forme exponentielle, oui, Moustapha, donne-moi la forme exponentielle rapidement. Z égale le module, toujours, de racine de 2 exponentielle de moins i pi sur 3, comme on avait dit tout à l'heure. Donc voilà un exemple qui permet de calculer, d'écrire un nombre complexe sous la forme trigonométrique et sous la forme exponentielle. Donc, chers élèves, il y a des exemples qui sont à l'intérieur qui permettent vraiment de faire des applications pour la forme trigonométrique, forme exponentielle. Des questions qu'on vous pose très souvent dans les exercices au bac. Écrivez un nombre complexe sous forme exponentielle, sous forme trigonométrique. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un nombre complexe est sous 3 formes. Forme algébrique, forme trigonométrique et forme exponentielle. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Diaw. Ils peuvent prendre ces exemples-là comme application à faire oui, à la les exemples à faire à la maison. Pour les élèves qui sont en classe de terminale, bien sûr. Oui, absolument, tout à fait. Bien sûr. Des exercices, des applications que nous allons découvrir. Voilà. Je pense qu'il y a de la matière pour toute la journée. C'est possible, n'est-ce pas? Pour toute la journée ou pour bien... Pour toute la journée, oui. D'accord. Et là, c'est des applications directes. Donc, il faut le faire. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Diaw. Des exercices, des applications que vous pouvez retrouver sur la page Facebook de la salle des profs de la télévision Futur Média ou bien tout simplement sur igfm.sn et avec la complicité du réalisateur aussi, vous découvrez ces exercices, ces applications laissées par Monsieur Diaw. En tout cas, merci beaucoup. Je ne vais pas prendre, inspecteur, le risque de faire le résumé des cours parce que je risque aussi de perdre le fil de mes idées, mais je pense qu'il faut
faut retenir qu'il a dit tantôt, il y a 3 formes d'écriture, algébrique, exponentielle et trigonométrique. Voilà. C'est ça? Et vous avez bien retenu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, inspecteur. Et tout de suite, nous allons recevoir monsieur Diagne Jean-Cyr Sakura. Voilà. Je pense qu'il va me rectifier tout à l'heure quand il sera là sur le plateau. Je pense que c'est bien Sakura Jean-Cyr Diagne. Il était là il y a quelques jours ou bien il y a quelques semaines avec nous. Nous avions découvert avec lui ou bien retrouver avec lui le poème de Médée L'aube et volontiers je lui transmettrai un message d'une mamie qui me disait le cours de monsieur Diagne me rappelle mes premiers jours à l'école au lendemain des indépendances à l'école Balabé. Cette dame, elle s'appelle Madame Awadjan de la cité Maurice Pilot de Thiès. En tout cas, monsieur Diagne, merci de revenir. Je pense c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons, nous qui sommes sur le plateau de la télévision Futurs Médias, mais aussi les téléspectateurs et les apprenants qui sont chez eux et qui regardent. Bienvenue, bismillah, dalal jàmm. Merci. Et les gars, comme d'habitude, notre devise, une âme saine dans un corps sain. Donc, le préalable, ça ne nous servira à rien si on n'est pas vivant. Personne n'est utile mort. Faisons tout pour rester vivant. OK, les gars? Donc, aujourd'hui, comme nous l'avions dit, c'est toujours, quand je vous ai vu venir, c'est toujours ces reculs en arrière que vous me faites. D'habitude, vous ne vous asseyez jamais, vous ne vous levez jamais. Mais quand je suis entré, tout le monde se lève là, j'ai compris vos trucs de mbaran là. Alors, qu'est-ce que vous voulez encore? Quand vous faites ça, c'est toujours parce que vous voulez quelque chose qui ne fait pas partie du programme. C'est quoi le problème? OK. Toujours les flashbacks, les reculs en arrière, comme ça. Mais Cheikh, comment on peut être la Malick Thioune jusqu'en terminale? La notion de genre et de courant n'est pas toujours claire dans vos têtes. Non mais, attendez, ce qui vous fatigue, les gars, c'est que vous avez une approche de la littérature qui n'est pas pertinente. Ce n'est pas une affaire de date, de noms d'auteurs et de trucs qu'il faut capter par cœur. Car n'oubliez pas que dans la littérature, il y a un thème essentiel. Et ce thème essentiel, c'est l'homme. Alors, Bion disait que tous ces hommes sont frères. Donc, lire, faire une histoire de la littérature, c'est se chercher soi-même. Et regardez comment s'élabore votre programme de littérature. Vous savez que vous venez en classe de seconde en quittant la troisième. Et la troisième, vous la quittez avec, par exemple, des modules, par exemple, des livres comme, je crois, vous avez toujours là-bas comme programme Une si longue lettre de Mariama Ba, comme œuvre intégrale, et Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry. Mais attends, on n'a pas mis là-bas ces œuvres pour vous obliger juste à les lire. Mais ces œuvres participent dans votre humanisation, dans votre formation d'humain. En vous faisant lire Mariama Ba, c'est pour dire que maintenant vous avancez dans la vie. C'est de poser aux filles, écoutez, si vous étiez Ramatoulaye, si vous étiez Aïchatou, aux garçons, si vous étiez Modoufal, si vous étiez l'autre. Mais donc, et pour Saint-Exupéry, c'est le livre que j'adore. C'est lui qui me permet de vous avoir. La grande morale de cette saga des aventuriers du ciel, c'est juste de placer en vous une morale. L'important dans la vie se trouve dans l'exercice d'un devoir et non d'une volonté. Et c'est ça qui vous amène ici. Donc personne n'a le droit d'être en seconde s'il n'est pas responsable. Et c'est sur votre responsabilité que nous comptons pour vous faire faire ce que vous devez faire. Car la morale que Saint-Exupéry a placée en vous pour votre BFM, c'était de vous faire comprendre que dans la vie, les grands hommes, c'est ceux qui font leur devoir et qui se méfient de leur volonté. Allez Malick, je reviens donc pour te dépanner. Tu avais dit que ton problème, c'est entre courant et genre littéraire. La littérature, elle participe à ça. Ce ne sont pas que des mots pour parler français, pour trucs. Non, à l'intérieur de la littérature, il y a une thématique. Et la littérature, c'est une aventure. Et cette grande aventure a un héros. Cet héros, c'est l'homme. Et ces hommes, c'est d'autres nous-mêmes, comme dirait François Villon, frères humains qui sont des semblables. Tous les hommes sont frères, tous les humains sont les mêmes. Donc, aller dans les livres, aller vers la littérature, c'est se découvrir soi-même, c'est apprendre en confrontant ce monde fictif des livres avec son propre monde, se découvrir soi-même. Car en lisant les œuvres, aussi bien que
chambre 7 qu'un autre livre, une si longue lettre. Nous nous lisons nous-mêmes. Nous avons les mêmes réactions, les mêmes sentiments, nos colères, nos haines, nos amours par rapport aux aventures que nous travaillons. Bref, qui disait que lire, c'est se découvrir, lire, c'est aller vers le monde. Et donc, on vous envoie ici, en terminale, on vous envoie au second cycle, en seconde, avec maintenant ce bagage de responsabilité que vos professeurs de collège ont placé en vous. Parce que là, vous avez quitté l'adolescence, vous êtes costaud et c'est pourquoi on vous met en responsabilité. Et la responsabilité, c'est comme je sais que j'ai croisé devant la porte qui a des problèmes avec le gardien. Parce qu'il n'avait pas mis sa tenue. Le gardien lui demande qu'il ne pourra pas entrer, il amène là-bas des bouquins. Mais je ne suis pas responsable. Le gardien là, il pouvait être ton grand-père. On l'a mis là-bas et on lui a donné comme ordre que les élèves se reconnaissent à travers la tenue qu'ils portent. Tu n'en portes pas, tu n'es plus élève. Et qu'est-ce que tu vas lui faire? Il pourrait être mon père et comme ton grand-père. Allez, mets ta tenue et tu es dans le règlement. Donc je disais que si vous venez à ce niveau, c'est de cela dont il s'agit. Vous entrez en droite ligne dans une longue aventure dont vous êtes la finalité. C'est-à-dire c'est une longue histoire humaine qui va du XVIe siècle et qui vient vers vous. Pourquoi le choix du XVIe siècle? C'est un choix arbitraire. C'est juste un choix arbitraire. On pourrait bien choisir autre chose que le XVIe siècle. Mais pourquoi on a choisi le XVIe siècle? On a choisi le XVIe siècle comme point de départ, car dans l'histoire de l'humanité, ce siècle XVIe correspond à une période qu'on a appelée la Renaissance. Et pourquoi la Renaissance? Les gars, je vous le dis, souvent c'est vous qui amenez des problèmes. Parce que vous captez les modules, vous ne captez pas les concepts. En troisième, on vous a dit qu'un mot se décompose et contient un radical, un sens. Donc le préfixe re veut dire de naissance, venir au monde. Et on vous dit une deuxième naissance. Mais qu'est-ce qui a connu une deuxième naissance? L'humanité n'est pas née au XVIe siècle. Il y a le 15, 16, l'Antiquité, le Moyen-Âge. Ce n'est pas qu'à la Renaissance que l'humanité est née. Mais on a appelé cette période Renaissance, deuxième naissance. Et pourquoi une deuxième naissance? C'est là où vous démarrez vos programmes en seconde. Cette deuxième naissance de l'humanité. Et cette deuxième naissance de l'humanité va d'ici et arrive jusqu'à toi, Malick Thioune, c'est-à-dire à nos jours. À nos jours. Et cette longue aventure de l'humanité est comptée par siècle. Du 16e, vous passez au 17e, au 17e, vous passez au 18e, 18e, vous passez au 19e, 19e, vous passez à 20e, et le 20e, vous êtes à l'aube de vos millénaires qui nous mènent vers vous. Et donc, chaque siècle, c'est 100 ans, vous le savez, et chaque siècle contient. Ce siècle est appelé le siècle de la Renaissance, de la deuxième naissance de l'humanité, parce qu'il va connaître un ensemble de phénomènes qui vont faire que, comme on a l'impression que l'humanité venait de naître, n'oubliez pas que c'est le siècle où l'on a découvert ce petit objet qui permet aux navigateurs d'aller très loin dans les océans sans se perdre et qui leur indique la direction, qu'on appelle la boussole. C'est aussi le siècle de la découverte, le caravelle, du gouvernail qui permet de voyager et d'aller au-delà des océans. C'est ainsi que le long des tribulations de par le monde, les Européens vont entrer en contact avec d'autres nations qui n'étaient pas connues. Je n'aime pas le terme de... Ils ont découvert. Ils n'ont découvert personne parce que les gens étaient déjà là-bas chez eux. Ils sont entrés en contact. C'est ainsi que, par exemple, Christophe Colomb est entré en contact avec l'Amérique. L'Afrique est découverte. Les Européens se rendent compte, tout égoïstes qu'ils sont, qu'ils ne sont pas seuls dans le monde. Qu'au-delà des océans, il y a d'autres. Montaigne dira même, notre monde vient d'en découvrir un autre. Et ces ensembles de découvertes techniques scientifiques, c'est comme aussi un merveilleux objet de Gutenberg qui est l'imprimerie, va participer à cela en permettant la diffusion et la multiplication de la connaissance et des savoirs. Donc c'est ce phénomène qui gravite autour du XVIe qui a fait qu'on a appelé le XVIe siècle le siècle de la Renaissance. Au-delà du XVIe, il y a le Moyen-Âge. Pour les habitants du XVIe siècle, le Moyen-Âge est présenté comme une nuit noire d'ignorance. Et les Lumières ont commencé au XVIe.
Et cette nuit noire d'ignorance, comme dirait François Rabelais, trouve en une sorte d'obscurantisme. À cette époque-là, on avait une vision obscurantisme du passé. On disait que le Moyen-Âge, voilà, c'est l'obscurantisme. Mais avec la Renaissance, l'angoisse devant la mort, si caractéristique du Moyen-Âge, qu'on appelait le memento mori, en latin, le concept qui signifie « souviens-toi de la mort », va céder la place à une nouvelle philosophie qu'on appelle le carpe diem. En latin, ça veut dire qu'il est le jour, mais c'est une philosophie du bonheur, profiter de la vie. Le bonheur, la quête du bonheur n'est plus considérée comme un péché. L'homme est sur terre et il a le droit de chercher le bonheur. Et le père de ces temps modernes, l'écrivain qu'on appelle le père des temps modernes, est un écrivain de cette époque. Il s'agit de François Rabelais. Et nous avions pris certains textes de Rabelais qui pourraient nous permettre d'entrer en droite ligne dans ce siècle pour placer les prémices de ce long voyage qui nous mène à vous, qui part du 6e à vous, jeunes, à vous mes élèves, à vous, à nous tous, l'humanité, pour qu'on puisse savoir que nous sommes le résultat de long processus de progrès de l'humanité où chaque génération, chaque siècle, comme dans une course de relais 4 fois 100 mètres, remet le témoin à une génération qui court la remettre à une autre, qui la remet à une autre, qui la remet à une autre. On va essayer de voir ce texte de Rabelais qui nous permet vraiment de camper le truc avant d'évoluer sur les courants et les genres littéraires. Entrons dans ce texte. J'y tiens, les gars, je voudrais bien qu'on le découvre, ce texte de Rabelais, pour qu'on le décompte et qu'on le découvre ensemble. Il est là. Voilà. Donc là, c'est un peu, on va définir ça quand on va arriver. Mais je tombe sur ce texte. Quand Pantagruel fut né. C'est le premier texte de cet auteur qui parle beaucoup de lui et qu'on considère comme le père des temps modernes, le fondateur de la modernité, François Rabelais. Et François Rabelais, dans la préface de ses livres, avait averti les gars. Il a dit que mieux vaut de rire écrire que de larmes pleurer, car rire est le propre de l'homme. Donc sur un ton humoristique assez badant, il cache de grandes vérités, car il a ajouté aussi, il faut casser l'os pour en saisir la substantifique moelle. Ah oui, il a dit en wolof toj yax bi pour mën a xam lu muy nëbb. C'est absolument raison. Non, c'est un écrivain et ce texte est assez plaisant car c'est un texte qu'on peut appeler incipit au début de son, qui nous raconte l'histoire de la naissance du héros de ces aventures dont le nom est Pantagruel. Et le texte c'est quand Pantagruel fut né. Et son père s'appelle Gargantua et sa mère s'appelle Badebec. Mais ce problème, nous allons le faire rapidement. Quand Pantagruel fut né, qui fut bien ébahi et perplexe, ce fut Gargantua son père, car voyant d'un côté sa femme Badebec morte et de l'autre son fils Pantagruel né, tant beau et tant grand ne savait que dire ni que faire. Et le doute qui troublait son entendement était de savoir s'il devait pleurer pour le deuil de sa femme ou rire pour la joie de son fils. Pleurais-je, disait-il, oui, car pourquoi ma tant bonne femme est morte, qui était la plus ceci, la plus cela qui fit au monde. Jamais je ne la reverrai, jamais je n'en redécouvrais une telle. Ce m'est une perte inestimable. Oh mon Dieu, que t'avais-je fait pour ainsi me punir, que n'envoyais-tu plus la mort à moi premier qu'à elle, car vivre sans elle ne m'est que languir. À Badebec, ma mignonne, mamie, mon petit con. Toutefois, elle avait bien 3 arpents et 3 extraits. Ma tendrette, ma braguette, ma savette, ma pantoufle. Jamais je ne te verrai. Ah, pauvre Pantagruel, tu as perdu ta bonne mère, ta douce nourrice, ta très aimée. Ah, fausse mort, tant tu m'es malivole. Pourquoi tu m'as outragé de ne pas me prendre le premier qu'elle a appartenu à la modernité de droit? Et se disant, il pleurait comme une vache. Mais tout cela riait comme un veau. Quand Pantagruel lui venait en mémoire. Oh mon petit-fils, disait-il, mon couillon, mon péton, que tu es joli, tant, etc., etc. Se disant, où il a litanie des mémentos des prêtres qui étaient là, etc., Seigneur, etc. Donc cette histoire nous raconte l'histoire de la naissance de héros des aventures de Gargantua, Pantagruel. Et qu'est-ce qui se passe? Sa naissance correspond avec la mort de sa mère. Sa mère est morte en lui donnant naissance. Et son père, qui est Gargantua, est face à ce qu'on appelle un dilemme. Il est là, devant le malheur d'avoir perdu sa femme, il se plaint. Mais quand il se plaint et que ce malheur l'astreint, quand il se retourne et qu'il voit son bébé, il est gagné de joie.
car avant de mourir, sa femme lui a laissé un beau bébé. Et il termine, par exemple, son texte devant ce malheur-là, et il dira que, par exemple, Seigneur Dieu, pourquoi je me fais de malheur? Cela me fâche, je ne suis plus jeune, je deviens vieux, les temps est dangereux, je ne pourrai pas prendre quelque fièvre en gardant ce malheur d'avoir perdu. Foi de gentilhomme, il vaut mieux pleurer moins et boire davantage. Ma femme est morte, et bien par Dieu. Je ne pourrai pas la ressusciter par mes larmes, par mes pleurs. Elle est bien, elle est au paradis pour le moins Simeonée. Elle prie Dieu pour nous, elle est bien heureuse. Elle ne se soucie plus de nos misères et calamités terrestres. Autant nous en prend à l'œil. Dieu garde le demeurant. Il me faut passer à trouver une autre. Massamba, ce sont juste un texte que j'ai choisi en hommage à vous. Remplaçons Badebek par Adiakhar Mberi et nous avons Pantagruel Mamdiara. La vie continue. Et Pantagruel, son nom est composé d'un préfixe qu'on retrouve sur l'épidémie de nos jours, le préfixe pan, qui signifie en français tout. Et son nom Gruel signifie qui a soif. Pantagruel signifie qui a soif de tout. Or, cette soif-là ne pourrait être étanchée que par le vin. Attention, je vous l'avais dit, chez Badebek, chez plutôt Rabelais, il faut casser l'os pour en saisir la substance féminin. Derrière cette bizarre aventure d'une petite famille où il y a une naissance, la maman décède, le père est là. Il y a aussi une métaphore. Cette mère qui meurt, qui s'appelle Badebek, qui part, elle incarne les temps passés. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la nuit, non. Mais ce bel enfant qui est né, qui s'appelle Pantagruel, dont le nom signifie qui a soif de tout. Mais cette soif-là, c'est les connaissances et le savoir. Il incarne ce qu'on appelle les temps modernes, qui va vers l'avenir, qui nous mène vers les découvertes, les techniques, vers la connaissance, vers le savoir, vers le monde, vers l'humanité. Donc, tant que la mort est là, mais la vie continue et la vie est plus puissante que la mort. C'est pourquoi la force de l'humanité devra remporter ce combat sur cette pandémie. Donc, c'est ça le texte. Donc, si nous cassons l'os, derrière cette banale aventure d'une femme qui perd la vie, c'est une époque qui s'efface, incarnée par la mère. Dafa xewi moom dem na waaye demul neewul ndax bàyyi na fi doom jooju nag mooy avenir. Moi, Pantagruel, lui à qui appartient le monde, celui-là qui a soif de toutes les connaissances et qui y va. Et donc, à un moment donné, Pantagruel grandit. Et voilà ce que son père lui demande. Je tiens à ce texte pour que vous le découvrez. Maman est morte, maintenant c'est papa qui parle à son fils. Maintenant, mon fils, je te conseille que tu emploies ta jeunesse à bien profiter en études et en vertu. Tu es à Paris, tu es chez ton précepteur épistémon. L'un par un enseignement vivant et oral, l'autre par de louables exemples peuvent t'endoctriner. J'attends et je veux que tu apprennes parfaitement les langues. Premièrement, la grecque, deuxièmement, la latine, puis l'hébraïque, puis les saintes lettres, la chaldéique et l'arabique pareillement. Qu'il n'y ait histoire que tu ne tiennes en mémoire présente. Des arts libéraux, géométrie, arithmétique, musique. Je t'en donnais le goût quand tu étais encore petit, en l'âge de 5 ou 6 ans. Continuant le reste. De l'astronomie divinatrice, changeant tous les textes et considère-la avec l'alchimie comme des habits et vanités. Du droit civil, je veux que tu saches par cœur les beaux textes. Et quant à la connaissance des faits de la nature, on aurait dit aujourd'hui SVT, je veux que tu t'y adonnes avec soin. Qu'il n'y ait ni mer, rivière, ni source dont tu ignores les poissons. Tous les oiseaux de l'air, tous les arbres, les arbustes des forêts, toutes les herbes de la terre, tous les métaux cachés au ventre des abîmes, des pierreries de la terre, de l'Orient et du Midi, que rien ne te soit inconnu. Mais parce que selon le sage Salomon, connaissance n'entre point en âme malveillante et que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ah, voilà la belle citation avec laquelle vous parlez tout le temps. Tu dois servir, aimer et craindre Dieu et mettre en lui toutes tes pensées, tout ton espoir, et par une foi nourrie de charité, tu dois être uni à lui, de sorte que tu n'en sois jamais séparé par le péché. Méfie-toi des abus du monde et prends en cœur les futilités, car cette vie est transitoire, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Mais ce texte, c'est une recommandation divine. On a comme une sorte de palimpseste du premier verset coranique. Iqra, semble-t-il dire à son enfant. Apprends. La Bible dit aux chrétiens, la mission, cherche et tu trouveras. Donc l'humanité doit être ouverte vers la quête, vers la recherche, vers la science. Et celui qui va faire ça, c'est son héros qui s'appelle Pantagruel.
Pantagruel, qui a soif de tout, donc, doit aller vers la découverte du monde, doit aller vers la connaissance du monde et aller un tout petit peu vers cela. Oui. Donc, en allant vers la découverte du monde, ce héros dont nous parlions, qui est né ici à la Renaissance, va partir. Et il ira vers cette recommandation de son père, que rien ne te soit inconnu, bu la dara ump, lépp lu nit war a am ci xam-xam sama doom demal nga jàngi ko. Et il ira. Cet enfant dont le nom est Pan, que vous avez dans le nom. Pan signifie en français tout. Quand on dit pandémie, ça veut dire une épidémie qui ne laisse personne, aucun pays du monde étranger. Quand on dit qu'un tel est un panafricaniste, c'est-à-dire qu'il ne se définit pas comme sénégalais, il se définit comme guinéen, malien, militant de toute l'Afrique. Pan signifie en français tout. Et Gruel veut dire qui a soif de tout. Donc ce héros qui a soif de tout ira chercher la vive bouteille qui contient le breuvage qui va étancher sa soif. Au-delà de ses pérégrinations, il viendra découvrir cette bouteille et il prendra le liquide. Et quand il ouvrira, il trouvera dedans un papier qui lui dira « trinque, bois ». Et quand il boira, cette boisson-là, c'est du vin. Mais attention, nous l'avons dit, chez Rabelais, tout est métaphore. Le vin n'est pas de l'alcool, mais le vin, c'est cette connaissance, ce qui remplit l'âme de toutes les connaissances. Car comme il le disait, de vin, divin, on devient. Boko nané da ngay gëna jige yalla kenn du am xam-xam du sori yalla. De vin, divin, on devient, dit ce garçon. Donc voilà en gros. Donc vous tous, dans la classe, vous devez être des Pantagruel. Vous devez continuer cette quête de connaissance au nom de l'humanité, au nom de la recherche de la vérité, au nom de la recherche de l'amélioration du sort de l'humain. Donc, de la Renaissance est née cette philosophie qui met en centralité l'homme, le respect. Cette philosophie qui met en centralité l'homme donne le premier courant de la littérature qu'on appelle l'humanisme. Qu'est-ce que c'est que l'humanisme? C'est la foi en l'humain, la confiance en l'homme comme étant capable de trouver toutes les solutions aux problèmes auxquels il sera confronté. J'ai confiance en l'humanité et je sais que, africaine, européenne ou asiatique, elle trouvera la solution pour bloquer cette pandémie-là qui, dans quelques mois, ne sera qu'un vilain souvenir. Quels que soient les mauvais augures qu'il annonce, nous sommes plus forts que le Covid-19 et on trouvera une solution. L'humanité survivra. Bien. Donc cet humanisme, cette foi en l'homme, c'est né ici. On n'attend plus rien, les bras croisés. Dieu nous a donné une intelligence. Et cette intelligence-là, utilisons-la à bon escient. De l'humanisme maintenant, les gars, c'est cette période aussi où l'on a créé ce carpe diem avec, vous allez découvrir les premières écoles poétiques littéraires avec la Pléiade, les Ronsard, les Joachim du Bellay et autres. Vous voyez tout le temps chez du Bellay cette poésie de la fuite du temps. Le temps s'en va, le temps s'en va. Mais les filles, il faut venir pour qu'on s'aime avant qu'on ne vieillisse et qu'on meure. D'ailleurs, on alerte les femmes pour leur dire que votre beauté, elle est comme une rose. La rose, elle est très belle le matin, mais le soir, elle est fanée. Donc la beauté d'une femme, elle est éphémère. C'est des philosophies qu'on retrouve dans toutes les cultures. Rafetaayu jigéen moom yàggul ci quelques années la donc bu ngeen rafetee profitoo leen ci am jëkkër dund seen dund te bañ a toog rek topp seen taar ba su xëy suba am 45 ans ménopausé. Donc c'est un tout petit peu ça la réalité. Donc cette philosophie de la Pléiade par les poètes, la Pléiade, elle, s'est toujours exprimée en poésie. Et c'est là-bas où l'on va vers la découverte de cette forme poétique héritier du moyen de l'Italie, que l'on appelle le sonnet. Poème de forme fixe, composé de 14 vers, disposés en 2 quatrains et 2 tercets, dont le maître syllabique est l'alexandrin ou le vers de 12 pieds. Vous l'avez découvert. Donc, après l'époque classique, on arrive au dernier écrivain après la Pléiade qui ferme le siècle. Il s'appelle Michel de Montaigne. Montaigne semble répondre à Rabelais pour lui dire que ouais, ton Pantagruel là, tu lui remplis la tête de trop de connaissances. Mais les connaissances livresques ne suffisent pas. Il faut que les gens voyagent, il faut qu'ils fassent l'expérience de la vie, il faut qu'ils aillent au contact d'autres mondes. D'où sa célèbre réponse à Rabelais quand il dira que c'est bien une tête pleine, mais une tête bien faite vaut mieux qu'une tête bien pleine. Vous voyez, en réalité, au second cycle, ce qu'on nous demande de faire avec vous, c'est un mouvement des idées.
Et si vous perdez le fil, vous traînez des lacunes. Car comme dirait le professeur de PC, c'est la même chose. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si vous ratez le début, vous avez des problèmes. Car ce ne sont que des témoins, comme je l'ai dit matériellement, un témoin d'une longue course qu'on se transmet de génération en génération, de siècle en siècle. Si vous ne savez pas, vous vous perdez. C'est ça qui fait que le bac, il ne se prépare pas en terminale, en français, il se prépare en seconde. Dès que vous captez, cela ne vous échappe plus. Du 16e, vous passez à l'époque classique, du 7e. L'époque classique aussi est un siècle qui continue cette phénomène. Donc, ce que je voudrais remarquer aussi, c'est que, qu'est-ce que vous vous rendez compte à cette époque? Chaque époque charrie ce qu'on appelle un idéal social. L'idéal social, c'est dans une époque le modèle social dont doivent ressembler les humains. C'est-à-dire, qui sont les meilleurs humains de cette époque? Donc, au 16e, une bonne personne, c'est une personne qui avait des connaissances et des savoirs, qui était ouverte dans le monde, qui avait beaucoup appris. Et maintenant, au 17e aussi, on retrouve la même chose, avec un idéal social qu'on appelle l'honnête homme. L'époque classique a créé un idéal social de l'honnête homme. Qu'est-ce que c'est qu'un honnête homme? Ils ont dit qu'à l'époque classique, l'honnête homme, c'est une personne qui met sa raison. Donc ce long voyage ne peut pas se terminer aujourd'hui. Mais sachez que vous ouvrez vos hostilités, vos cours à partir de cette époque. Et de là, nous allons progresser. Donc pour anticiper par rapport au cours prochain, je vous demanderai même d'anticiper en me cherchant la signification de ces mots en exercice. Trouvez-moi ce que signifiait au XVIIe siècle le concept d'honnête homme. Et trouvez-moi le sens du mot classicisme. Et aussi trouvez-moi le sens de ce qu'on appelle une fable. Donc ça me fera plaisir si vous anticipez sur ce que nous allons faire et nous allons continuer ce long voyage à travers les siècles, à travers les courants et les genres littéraires pour aider tout le monde la prochaine fois à avoir toutes les marques pour que désormais rien ne vous échappe en littérature et que vous compreniez que c'est une belle aventure dont vous-même vous êtes les héros. C'est facile car le thème central c'est des humains et vous-même vous êtes des humains. On continue la prochaine fois les gars. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Diagne, et vivement le prochain cours. Peut-être nous verrons le siècle des Lumières. J'adore le siècle des Lumières. Pourquoi? Je ne sais pas. Comptez sur moi. Nous allons nous éblouir ensemble de ces lumières. J'espère bien. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'ils ont pris bonne note. Merci pour ce rappel. Pour les élèves qui sont en classe de terminale, je pense que vous l'avez dit tantôt, c'est un programme des cours que nous voyons en classe de seconde déjà. Donc, merci beaucoup pour ce rappel. Donc, vous revenez pour le 18e et le 19e siècle et ainsi de suite. J'espère que Malik sera aussi avec nous et qu'il va rester dans la classe pour le prochain cours. Merci beaucoup. Merci bien. Merci. Et encore mille merci pour Demain de l'aube. C'est encore frais. Merci, madame. Chez nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, inspecteur. Voilà, c'était tout aujourd'hui avec M. Diagne Sakura. Il va revenir la prochaine fois, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de vous suivre. C'est aussi toujours un plaisir de recevoir les enseignants dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Chers enseignants, même si je sais que vous allez me le préciser, c'est votre salle. Donc, merci pour la générosité. Merci pour tout ce que vous faites pour nous, inspecteurs. Merci à vous. Merci aussi à tous ces enseignants qui ont bien voulu partager cette salle des profs. Encore une fois, inspecteur, merci. Vous ne prenez plus la craie, mais vous êtes ensemble avec nous, toujours dans la salle des profs. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Et c'est l'occasion de féliciter tous ces professeurs excellents, ces enseignants. Les enfants ont beaucoup de chance aujourd'hui. Et même aujourd'hui, encore une fois de plus, comme le dit Dr Massamba, nous avons envie d'aller revoir tous ces classiques grâce au professeur Diagne. Moi, j'ai tout juste, après l'émission, d'aller voir cet excellent livre de Rabelais. Et c'est l'occasion de remercier mon ami Cheikh Ndiaye, parce que ce n'est pas facile le déplacement. Donc il a beaucoup participé à que je sois ici aujourd'hui. Félicitations encore à M. Thior pour la belle prestation. Voilà, merci beaucoup, inspecteur. Merci beaucoup, M. Thior. Merci aussi à M. Diaw, professeur de mathématiques. Nous avons vu avec lui les nombres complexes. Et n'oubliez pas, chers apprenants, les exercices. Nous avons la journée pour revoir le cours, revoir les exercices. Inspecteur Massamba. Pourquoi j'ai dit inspecteur Massamba? Docteur Massamba, vu que ça revient, ça vient. J'ai tendance à dire docteur Dame Sek, inspecteur Massamba Gueye, mais bon, je pense que c'est l'inverse. Docteur, vous étiez avec nous dans la salle des profs. Voilà, nous finissons encore aujourd'hui et tout en beauté avec M. Diagne Sakura.
Astou, merci. Aujourd'hui, juste préciser que c'est bien si on le confond, c'est que moi, c'est vrai, on est tous catéchiens, donc c'est là la polyvalence à la salle des professeurs, le corps enseignant, le cadre de l'enseignement est un cadre global, mais nous sommes tous pareils. Je voudrais juste de solliciter notre jeune collègue Thior pour lui demander aussi de nous proposer d'autres cours parce que je retiens sa qualité d'expression, je retiens la clarté de sa démarche et aussi la concision de ses objectifs pédagogiques qu'il arrive à toucher très facilement et le mettre en lien aussi avec M. Diaw. Moi, pour la première fois aujourd'hui, je comprends que les nombres complexes ont 3 types d'écriture. Ça n'a jamais été aussi clair dans ma tête. Aujourd'hui, je retiens cette formule. Il a l'habitude de revenir à l'intérieur de son cours pour faire des synthèses, des annonces avant de partir des prérequis pour avancer. C'est un grand pédagogue que nous avons reçu aujourd'hui. Je lui proposerai aussi de revenir pour proposer d'autres choses et rendre aussi simple des choses complexes comme ces cours en terminale S. Je terminerai par Jean-Cyr Sakura Diagne pour lui dire que c'est toujours un plaisir. Son texte me touche moi particulièrement parce qu'il parle de la mort d'une femme qui laisse des enfants. Vous comprenez la raison pour laquelle ce texte me touche profondément. Je l'avais toujours enseigné, mais j'en ai une toute autre lecture aujourd'hui. C'est aussi la force des bons enseignants d'être de très grands pédagogues. Je suggérerais aussi qu'ils reviennent autant sur le classicisme, sur le siècle des Lumières, avant d'arriver vers le romantisme et le surréalisme, qu'on le garde aussi en séquence pour que les élèves puissent suivre un seul professeur dans ce qu'on appelle les courants littéraires, avant de revenir sur les genres littéraires. Je voudrais saluer l'ensemble des professeurs et leur dire que nous sommes là. La salle des profs va continuer jusqu'au 2 juin. Au-delà du 2 juin aussi, il y aura des élèves qui ne seront pas en classe. Nous faisons la promesse de continuer parce que nous savons qu'à tout malgré les difficultés, malgré la fatigue, Mao, toi et toute l'équipe, vous êtes là. Et je voudrais vous dire merci du fond du cœur et donner rendez-vous pour le prochain cours. Merci beaucoup, docteur Massamba, et encore une fois, très très bon courage à vous, très très bon courage à toute la famille. Et sachez que dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias, nous sommes de tout cœur avec vous. Vous êtes à la maison, mais nous considérons que vous êtes là dans la salle des profs, même pas dans l'antichambre, mais carrément sur le plateau. Et sachez que c'est toujours un plaisir de partager avec vous. En plus d'être un collègue sur le plateau, vous êtes un père pour l'équipe de la salle des profs de la télévision Futurs Médias. En tout cas, très bon courage à toute la famille. Bon courage, nos pensées à vous. Merci beaucoup. Merci aussi à vous, chers apprenants. J'espère qu'aujourd'hui encore, vous avez aimé les différentes présentations qui ont été ici dans la salle des profs de la télévision Futurs Médias, que vous avez pu découvrir avec les différents enseignants. Sachez toujours que c'est un plaisir de vous servir. Encore une fois, avant le ndogu, n'oubliez pas, essayez de revoir les cours, essayez de revoir les notes et pourquoi pas quelques 10 pages de votre livre de la semaine. Je vous l'avais dit hier, pour cette semaine, nous sommes avec Fatidien et c'est dans la chambre 7 où l'histoire de Khady Mariam qui nous raconte son enfance, son adolescence, sa profession et cette lumière qui va arriver dans sa vie. Vous voulez que je vous dise tout? Non, je refuse. Je garde le reste pour moi. Allez, très très bon courage et comme j'ai l'habitude de vous le dire, ensemble, Inch'Allah, nous y arriverons. Courage à tous. Merci beaucoup.